bienvenue. Alors, bienvenue dans l'œuvre de Wang Yongping, ici présent à ma droite, en compagnie donc de Wu Hanru. Wu Hanru qui est un proche compagnon d'armes, comme on disait à l'époque du maoïsme, de Wang Yongping. C'est ce qu'on disait. Hein. Voilà. Et donc, alors, Wang Yongping, je vais faire un petit rappel rapide comme ça, parce que c'est assez important. Il est né en 1954. Alors là, l'accent va être affreux, à Xiamen, qui est au sud-est. Xiamen, qui est au sud-est de la Chine. Donc, c'est un sudiste. Wang Yongping est un sudiste. Important, parce que l'histoire du nord, du centre et du sud, c'est assez important pour les histoires chinoises. Sudiste, Sudiste, c'est surtout les Américains qui... Un Texan, un Texan. Après la révolution culturelle, Wang Yongping fait ses études donc, entre 78 et 82. Et nous reviendrons naturellement sur l'épisode de la révolution culturelle, qui n'est pas un petit épisode pour la Chine, pour le monde aussi et pour l'art. Donc de 78 à 82, il fait des études à l'Académie des Beaux-Arts de Zhejiang, à Hangzhou. Excusez-moi pour l'accent. C'est bien, très bien. Et date importante, de 1985 à 1987, il est surtout membre fondateur d'un mouvement très important, un mouvement d'avant-garde qui s'appelle Xiamen Dada. Alors Xiamen, c'est parce que c'est le nom de son lieu de naissance. Et il élabore un mot d'ordre que je trouve formidable, et on lui demandera bien sûr de s'expliquer sur ce mot d'ordre, qui est donc le Chan, c'est la forme chinoise du zen, le Chan et Dada, Dada et le Chan. C'est un peu une sorte de, quand même, un mot d'ordre un peu anti, à la fois dont on entend la tradition, on entend dans la formulation quelque chose de la tradition chinoise, que ce soit Confucius, Lao Tse, Sun Tzu, enfin bon, dans la manière de faire, et en même temps on voit bien que c'est assez étrange de parler de Dada dans les années 80, après la révolution culturelle chinoise. Et même, je pense, du Chan, qui est la vieille forme donc spirituelle. Nous connaissons surtout ça comme le zen japonais, mais en réalité, peut-être on nous expliquera, mais ça a l'air très important. C'est, je crois, assez important de parler de cette dimension à la fois philosophique, morale et comportementale. Ce mouvement, donc, dont Wang Yongping est le membre fondateur, le Xiamen Dada, et donc se manifeste par des actions radicales et très virulente. Wang Yongping dit à ce moment-là, et dira par la suite, qu'il a été très influencé par des artistes occidentaux, et les deux plus importants, c'est Duchamp et Beuys. Et le moment peut-être le plus radical de ce mouvement, c'est quand il a constitué dans la destruction d'une exposition qu'ils avaient fait en 1986, qui était, alors je sais plus quel était l'endroit, mais c'était où en Chine? C'était pas à Pékin, c'était pas à Shanghai, c'était dans un... À Xiamen, justement à Xiamen. À Xiamen, donc voilà. En 1989, et c'est là où finalement Wang Yongping arrive sur la scène française, et donc européenne, et c'est là où j'ai la chance de le rencontrer, grâce à l'exposition de Jean-Hubert Martin, Les Magiciens de la Terre, première exposition, on pourrait dire, d'art mondial, première exposition mondiale à l'époque de la mondialisation, on pourrait dire, comme ça. Et là, nous découvrons effectivement une œuvre assez importante et saisissante. Il s'agit effectivement de machines à laver qui tournent, et à l'intérieur de cette machine à laver, il y a des livres
ou des journaux, je ne sais plus, parce qu'il y a des pièces de Wang Yongping où il y a des livres, je ne sais plus. Et ensuite, ces livres sont, enfin, ces monceaux sont extraits des machines et forment déjà des, on pourrait dire, des animaux, ou des formes en tout cas à caractère zoomorphique. En tout cas, c'est assez, parce que cette exposition, 89, est contemporaine en réalité des événements de la place Tiananmen. Et du coup, hasard de circonstances, mais assez incroyable, Wang Yongping décide de rester en France. Il devient français, alors il devient français en 1992, nous on est ravis. Et du coup, il a le pavillon, il partage le pavillon de la 48e Biennale de Venise, avec ce slogan dont il va falloir aussi parler aujourd'hui, frapper l'Orient avec l'Occident, frapper l'Occident avec l'Orient. Et je crois que c'est une chose assez, là encore une fois, un slogan qui, je trouve, assez intéressant par rapport à la position de Wang Yongping. Je vais... Il y a une œuvre, évidemment, on peut parler de machine à laver tout à l'heure, une œuvre que je trouve formidable, c'est l'histoire de la peinture chinoise et l'histoire de l'art moderne occidental, lavé à la machine pendant 2 minutes. Donc ça, c'était avant la pièce des magiciens de la Terre, mais il y avait déjà cette idée de la machine à laver. Et Wang Yongping dit que cette pièce, elle est très liée à un philosophe très important, qu'il lit à ce moment-là, qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. Et parce qu'effectivement, il y a l'idée chez Wittgenstein, je crois qu'à un moment donné, il utilise la métaphore de laver les mots pour les faire advenir à une forme de réalité autre, pour ne pas dire de vérité. En 2000, alors c'est un autre moment très important pour Wang Yongping, il revient en Chine pour la première fois depuis 11 ans. Et là, bon, voilà, il y a une succession d'expositions, et peut-être nous parlera-t-il effectivement de ce retour en Chine. Et donc je vais vous parler de quelques expositions, comme ça je vais faire la liste parce que c'est important qu'on engage la discussion. Donc il y a des dates très importantes. Bon, il y a une rétrospective qui commence au Walker Art Center de Minneapolis en 2005, The House of Oracles, qui est ensuite dans d'autres endroits. Mais bon, moi j'aimerais parler faire une sorte de liste assez rapide de ce qui m'avait marqué, de ce que j'ai pu connaître de Wang Yongping, le Théâtre du Monde en 1993, dans l'exposition de Jean Loisy, hors limite au Centre Georges Pompidou, qui avait fait scandale parce qu'il y avait des animaux qui se mangeaient entre eux. Ça a été censuré énormément de fois, cette pièce, et pourtant c'est une pièce qui parlait pourtant de la dure réalité de la nature, que la nature, c'est pas forcément les petits oiseaux qui sont très très gentils, hein, et que nous-mêmes nous faisons d'ailleurs partie de la nature, et que c'est pas forcément... et cette pièce, étrangement, a été censurée à plusieurs reprises. Il y a aussi une œuvre qui m'a marqué, que je n'ai pas vue, mais parce qu'elle était à Shanghai en 2000, c'est une banque de sable, ou un sable de banque. C'est un grand édifice de Shanghai, à la fois post-colonial, colonial, etc., qui est devenu qui a eu plusieurs destinations. Et ce qui est formidable, évidemment, c'est que Wang Yongping a transformé cette banque avec du sable. On a fait une sorte de version sablonneuse, mais qui tient malgré tout, mais dont on voit aussi la fragilité. L'Arche de Noé, qu'on a pu voir ici à Paris, évidemment, à l'École des Beaux-Arts, dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts en 2009. Et puis quelque chose qui nous renvoie à la pièce qui est ici, le Serpent d'Océan 2012, qui a été fait dans l'embouchure, dans l'estuaire de Nantes. Alors, donc ça, c'est pour notre ami Wang Yongping, mais on va revenir là-dessus. Et puis, je voudrais présenter Wandru, quand même, important compagnon d'armes, donc, de Wang Yongping, qui, donc, après avoir fait des études à Pékin, je crois que c'est à Pékin. Oui. Même si tu es je suis sudiste. Mais tu es sudiste, quand même. Je suis né à Canton. Voilà. Il est né à Canton. Il est sudiste, il a fait ses études à Pékin. Il arrive en France en 1990, donc un an après les Magiciens de la Terre. Et
il a exposé énormément de fois Wang Yongping, et comme il est maintenant directeur artistique du Maxi à Rome, hein, qui est un grand endroit, le musée donc, du XXIe siècle de Rome, hein, depuis 2013, une des dernières expositions, il y a quelques mois, concernait effectivement des problèmes de serpent déjà, puisque l'exposition s'appelait le bâton serpent. Et je pense que tu nous parleras de cette histoire. Mais bon, Wang Yongping, c'est surtout quelqu'un que nous connaissons bien en France, même si en 2006, il est devenu responsable du San Francisco Art Institute, enfin en tout cas des responsables du secteur exposition du San Francisco Art Institute. Mais il a été surtout responsable de nombreuses expositions, énormément de biennales, que ce soit celle de Shanghai en 2000, celle de Guangzhou en 2000, je ne sais plus combien, 2, Nuit Blanche à Paris en 2004, la biennale de Tirana en 2005, Istanbul en 2007 et surtout la biennale très proche de Lyon en 2009. Voilà. Bon, excuse-moi d'avoir été si court parce que c'est... Mais bon, alors j'aimerais parler avec Wang Yongping aussi, et Wandrou bien sûr, de cette question du Chan, d'abord. Alors, a priori, ça n'a apparemment rien à voir avec ce qu'on va voir, mais on va parler aussi de ce que vous êtes en train de regarder, qui est quand même assez impressionnant. Nous allons parler de l'Empire, nous allons parler de ces choses-là, mais j'aimerais un peu... J'ai toujours été passionné, et ici, il y a un très beau livre qu'il faut absolument que vous ayez, c'est Nos mondes en langue, qui est un magnifique entretien de Wang Yongping avec François Julien, donc le grand sinologue, philosophe et sinologue français. Et ça, donc, ça a été une conversation qui a été faite avec Donatien Gros. Ce livre est assez impressionnant pour comprendre les sources et les intentions de Wang Yongping qui sont assez voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette affaire de Chan qui est Dada et de Dada qui est Chan, qui est quand même ton slogan, ton premier slogan finalement artistique et finalement et politique sans doute. Alors, excusez-moi, moi, on parlait en chinois, après ceci va traduire. Peut-être ça c'est plus vite， 就是说，其实呢，禅呢，应该来说，主要是从西方的这个角度来说，主要是通过日本，因为中国这个禅宗呢，自从这个唐代以来，就是唐宋以后呢，就慢慢的就消失了，L'Occident a connu Chan surtout via le Japon, puisque en Chine, après les dynasties Tang et Song, le Chan a disparu petit à petit. 那当然我是要首先说一下，因为刚才他说到我是个南方人，对，因为但是呢，我这个南方人呢，可以说是很北方的。为什么这么说呢？就是因为我认为我的这个看问题的角度，或者说我更接近于蒙古人，就是说要跨过了这个比北京还要远的地方，为什么这么说呢？也是因为刚才说了，就因为我用了2个词，因为我们不能只是谈禅宗，我们同时要谈大主义，所以这个是很远的这个距离，这个距离我们不能用南方北方这个来测定。Tout à l'heure, Bernard Margatet m'a présenté comme un sudiste en Chine. Moi, personnellement, je pense que je suis... mes points de vue, mes façons de voir les choses sont plus proches des gens du Nord, des Mongols, donc encore plus au Nord que Pékin, que les gens du Sud, puisque faire ce lien entre Chan et Dada veut dire partir très loin, et donc sur des très longues distances. Donc une distance qui dépasse la distance entre le Nord et le Sud. 当然，说到蒙古，当然有另外一个目的，就是说，我们知道，就是自从这个德鲁兹的这个游牧民族的这个理论，在艺术界里面有一个很大的一个反响。之后呢，我觉得我们从这个角度来思考，就是说，由于这个游牧的这个关系呢，所以我们对这个
凡是跟我们不是很近也不是很远的地方，我们都可以拿来用啊。就是说我们不是要盯着我们的这个所在地。就是说，比方说，所以这2个概念可以说很远。一个人禅宗已经消失了很长时间，而且达达主义这个是已经分不出东西南北这个情况下，我们就可以拿来放在一起。Et pourquoi je cite le mongol aussi parce que depuis les théories de Deleuze sur les nomades, c'est assez pratique pour nous donc d'emprunter ce regard, puisque on peut emprunter ce mot nomade sur quelque chose qui sont pour nous ni vraiment très proches et ni vraiment trop loin. Par exemple, Chan n'existe probablement plus dans l'histoire d'aujourd'hui, et le dadaïsme, on ne sait pas, et il part dans quelle direction. Donc pour moi, emprunter l'idée de nomade est tout à fait approprié ici. 然后后汉奴，我continue par là. Je dirais quand même, Yongping c'est un sudiste, profondément un sudiste. Parce que étant sudiste signifie rebelle. C'est un peu, je dirais, le nomadisme d'être né dans le sud, proche du tropique. Il y a toujours quelque chose qui représente une tendance d'être différent. Comme moi, je suis en Italie, mais à Rome, mais je me sens plus proche de Napoli ou de Sicile que de Milan. Milan et même Rome. Voilà. Donc il y a une chose encore plus intéressante, c'est en fait, au moins dans l'histoire de Chan en Chine, il y a une division de 2 écoles, du nord et du sud, historiquement. Donc ce qui est plus connu aujourd'hui, c'est plutôt la tendance sud à travers le 6e maître, le maître de 6e génération qui parlait justement être un frère bouddhiste de Chan. On n'a pas besoin de beaucoup travailler, tout simplement. On est là, on attend, et on regarde. Et un jour, ça va arriver quelque chose. On comprend ce qui est la vérité. Et Yongping, je crois qu'il y a toujours cette tendance de beaucoup travailler, mais en même temps, tout ce travail lui rend finalement une sorte de méfiance vis-à-vis au travail. Et cette méfiance-là lui laisse un espace extrêmement vide. Et dans ce vide-là, il trouve le vrai, je ne sais pas, ce n'est pas le vrai sens, mais une situation qui peut nous permettre d'approcher ce qu'on appelle le vrai. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est une attitude, je ne sais pas, génétiquement peut-être liée un peu avec tout ce qu'on appelle le Sud. Et ce que tu dis sur le travail, c'est assez important, parce que bon, on voit ce que vous voyez derrière, ça veut dire beaucoup de travail, mais je crois que tu as raison de dire que ça s'est fait aussi dans une forme de rapport, en tout cas, non productiviste. Hein. C'est ça. Ça sent pas la sueur, comme on dit en français. C'est pas une œuvre qui, malgré son caractère monumental, ne sent quand même finalement pas la sueur. Et ce que tu dis du travail, évidemment, ça renvoie à Marcel Duchamp, qui est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup l'idéologie du travail, qui a lutté toute sa vie contre l'idéal productionniste. Et je pense que c'est une des premières références de Wang Yongping. Et quand on voit, évidemment, quand je suis arrivé ici la première fois pour voir l'exposition, quand j'ai vu les containers, je me suis dit, qui sont ready-made alors. Ce qui est extraordinaire dans cette exposition, c'est qu'on a au fond il y a 3 éléments premiers, c'est les containers, le serpent et le bicorne. C'est les 3. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Mais en réalité, en tout cas, l'élément container, c'est l'élément ready-made de l'exposition. Est-ce que
est-ce que Wang Yongping, j'aimerais que tu me parles de ton rapport à Duchamp, au ready-made, et alors du coup, situer ces containers, évidemment, dans cette affaire-là, voilà. Qui n'est pas un ready-made comme les autres, quand même. C'est un ready-made particulier, nécessairement. 然后呢，当然，我是认为说集装箱是最大的这个现成品。为什么这么说呢？这个一个呢是这个集装箱就是设计出来装现成品的，因为我们说到现成品是工业的现成品，因为自从有了工业的现成品以后呢，就需要有这种物流的需要啊，所以这个从这一点上来说。 Je dis toujours que le conteneur est le plus grand ready-made qu'on peut trouver, puisque le conteneur est conçu pour pouvoir transporter les ready-made industriels. Donc c'est un produit de l'époque industrielle. 这个当然说到马赛杜香呢，我因为就前段时间我看到这个他在1912年有一个作品的一个题目，就是说这个裸体啊，就是说这是应该怎么说？这句话就是 vitesse la nuit de vitesse en dessous de la foi et la haine， 就是说就有这么一个题目，就是说他曾经在1912年呢，曾经有一个作品的题目，其实上面这个画就是就是。 Il y a une peinture de Duchamp en 1912 sur en fait 是一个裸体的女人。对，是个裸体，它就是上面题目是这样，裸体就是说裸体就飞速旋转的裸体呢，围绕着皇帝跟皇帝。Le nu tourne rapidement autour de la reine et le roi, c'est ça? Tu te rappelles le titre de... Voilà. Je ne sais plus exactement comme c'est... Il y a l'idée de vite dedans, parce que c'est l'expression en français. C'est le roi et la reine entourés de nus vite, je crois. Voilà, et c'est ça le titre exact. Et en fait, l'expression vite, c'est une expression du sport. Parce qu'on dit quelqu'un, bizarrement en français, on n'emploie plus, mais à l'époque, on disait celui-là, il est vite. C'est-à-dire celui-là, il va vite, en fait. Mais on disait, on le mettait en relation comme ça. Voilà. La question de la vitesse, donc. 但我这样说呢，其实也不是说我这件作品直接来自于这个，我是看了这个题目，我觉得有一种相似性。比方说，这个一只蛇骨呢，蛇骨是裸体的裸体，可以这么说嘛，骨头嘛，因为没有肉没有皮嘛，是吧？裸体，而且它确实在好像，因为所有东西都是静止的，只有这个蛇在活动，而且它确实围绕着一个帽子，这个帽子还不是一般的帽子，虽然没有皇后，但是也有皇帝的影子嘛，是吧？ Pourquoi je cite ce titre de l'œuvre de Marcel Duchamp en 1912? C'est pas parce que cette œuvre vient directement de l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est parce que quand j'ai lu ce titre, je me dis tiens, il y a un rapport entre mon travail et ce titre, puisque le squelette de serpent peut être vu comme la forme la plus nue du serpent. Et puis, le serpent tourne autour du chapeau. Et le chapeau de Napoléon peut être vu, considéré comme étant représentant le roi. 嗯，但我这个当然也没有真正回答他的问题。C'est assez exemplaire. Mais bon, j'ai pas vraiment répondu à la question. Mais il est allé même au-delà de la réponse. Parce que... Mais aussi, il y a une chose extrêmement intéressante, c'est qu'à l'époque de Duchamp, je crois que la vitesse, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. On a toute une génération de futurisme, par exemple. La vitesse représente vraiment l'avenir, représente aussi peut-être le destin du monde. Et aujourd'hui, on est fasciné par la vitesse, peut-être au-delà de ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, mais on revient toujours sur la question de l'empire, la question du pouvoir, la question de ce qui décide le sens de la vérité. Je crois que le travail de Yongping, à travers l'image du serpent et ce rapport avec la vitesse, nous amène à penser comment continuer à défier
cette stabilité de sens, surtout le sens qu'il s'agit du pouvoir, qui est la base de tous les systèmes de pouvoir. Donc, je pense que le travail de Yongping est effectivement beaucoup inspiré par Duchamp, Wittgenstein, et aussi une source très importante, c'est Foucault. Archéologie du savoir, questionnement du mécanisme du pouvoir, le sens et l'institution, etc. Tout ça, ça reste, ça sert comme vraiment la base de pensée de Yongping, et à chaque fois il traduit à des formes qui essaient d'échapper justement à une stabilité de définition de tous ces concepts. Par exemple, l'image du serpent, c'est très intéressant. L'image du serpent a été créée, en fait, au moment justement où créer, trouver, je dirais, au moment où, quand tu parlais du théâtre du monde, je ne sais pas si, probablement, c'était la première fois que Yongping utilise le serpent. C'était en 1992, je pense, 93, hein? 93. Donc, à cette époque-là, ce sont les serpents et les autres reptiles, et les autres petits insectes, etc., se trouvaient ensemble au centre d'un théâtre, si on peut dire, qui se mangeaient, qui se consommaient. Et en même temps, ça génère la possibilité de créer une nouvelle forme de vie, finalement. Ce n'est pas tout simplement la tuerie, la violence, mais aussi il y a ce potentiel de générer une autre dimension de vie. Et je pense que le travail de Yongping est toujours lié avec ces potentialités de changement. Le changement, c'est vraiment ou bien le nomadisme du sens est vraiment quelque chose qui conduit tout son travail. Et surtout l'image du serpent, très rapidement, a évolué à différentes possibilités d'être interprétées, jusqu'à, comme on dit, le grand projet à Nantes, avec le serpent arrivé sur la côte atlantique comme une espèce de symbole je dirais, très géopolitique, une espèce de symbole d'immigration, que ce soit légal ou illégal, mais c'est aussi lié avec un travail un peu plus tôt aux États-Unis qui s'appelle serpent humain, humain-serpent, non? Qui racontait justement l'histoire de l'immigration chinoise arrivée sur la côte américaine, etc. Et puis, très rapidement, cette image a évolué à bâton-serpent, commencé à Rome, et, ensuite voyagé à Pékin et à Shanghai. Actuellement, l'exposition est encore au musée de Power Station à Shanghai. Et toutes ces trois étapes utilisaient l'image du serpent comme à la fois un symbole lié avec la légende de la Bible. Léviathan. Voilà. Et Léviathan, c'est encore notre variation, disons. Et cette image, à la fois quand il est arrivé, ce serpent nu, ce serpent mis à nu, exactement, sans corps, mais lui, il dit c'est le nu de nu, voilà, du serpent. Il va arriver à Rome et très rapidement, il est accroché avec un nouveau sens qui est lié avec le questionnement de la religion, la coexistence de différentes religions dans un contexte comme Rome. Effectivement, c'est la capitale de chrétienté. Du catholicisme. De catholicisme, disons. Voilà.
Enfin, catholique, ça veut dire universel, oui. Alors bon, c'est compliqué. Je ne sais pas, mais bon. Mais en grec, catholique, ça veut dire universel. Ouais. C'est vrai. Mais ça, c'est un problème d'empire, hein, ouais. Impérial. Et quand ce serpent, exactement le même serpent, arrivé à Pékin, il est tout de suite transformé à un porteur d'une question sur les disputes de territoire, qui est effectivement la question actuelle très importante entre la Chine et les voisins. Et puis, quand il est arrivé à Shanghai, il est utilisé comme, réinterprété comme une sorte d'incarnation d'une critique par rapport à l'histoire politique interne. Donc, toutes ces possibilités, en fait, est réalisée à travers le même corps d'un serpent. Aujourd'hui, le serpent arrivé à Paris, 10 fois plus grand, 5 fois plus grand. Ce qui était à Rome, c'est 45 mètres. Celui-ci, c'est 250. Donc, c'est 5 fois plus grand. Donc, apporte une question encore, je dirais, 5 fois plus grande aussi, qui est la mondialisation. Et il y a un détail très important dans cette histoire de conteneurs, c'est que dans le travail récent depuis peut-être une quinzaine d'années de Yongping, on peut remarquer une chose, un détail assez banal, c'est que toutes ces œuvres, que ce soit petit ou grand, peuvent être démontées et entrer dans les conteneurs et transportées partout. Et ça, c'est un geste extrêmement important, une décision très importante dans le système de production de Yongping, qui signifie en fait tout son travail est un système de circulation comme la mondialisation aujourd'hui, l'économie ou les rapports entre les gens, la circulation du sens, etc. Merci de cet éclairage, Wandrou. Est-ce que Wang Yongping, tu pourrais nous parler de ton deuxième slogan, enfin que j'ai un peu sorti comme ça, du frapper l'Orient avec l'Occident et frapper l'Occident avec l'Orient. Donc, parce que je trouve que ce dont il est question ici, c'est de la mise en perspective, une nouvelle mise en perspective de ce slogan. Voilà. Une perspective qui est bien sûr celle d'aujourd'hui. On a parlé de la mondialisation, on a parlé de la question du rapport de la Chine avec l'Occident, et je pense que cette œuvre, elle parle nécessairement de ça ici, au Grand Palais, à Paris, en 2016. 打击呢，当然就因为我们说到东方西方呢，其实这个除了说东边西边以外，这个方向当然还有指东方西方，因为泛指，那这样呢范围就很广。 Cette phrase peut paraître brutale puisque j'ai utilisé le verbe frapper, qui est un verbe dur. 当然，这个主要是说，这个因为我这个在法国的经验，这个当然也有我在中国的经验。因为这个词呢，就是来说明我这有两方面的不同的经验。所以这个词呢，主要是这句话主要来说明说，我们必须要有两条路，啊，就像我们要踩着2条船。 啊，就我们不能有单条路，就是说，这个怎么说呢？就是说，我们要同时，这个以东打西呢，是主要是来反对一种欧洲的中心主义或者西方的中心主义，因为这个其实说这一点呢，也是到处可见的。但是呢，以西打东呢，我觉得也是一个很重要的一点，因为中国，因为我们知道中国由于这个所谓的大中华已经也是膨胀的，有点像自我中心主义，也是而且民族主义这种，我觉得也需要被打击。我觉得这个要有2个观点。
Et puis, l'expression Orient ou Occident en chinois peut désigner différents degrés de sens en fait. Ça peut être utilisé pour désigner l'Occident et l'Orient, mais aussi pour désigner les différentes directions, direction Est et direction Ouest. Et utiliser cette expression est pour moi une façon de dire qu'il ne faut pas se contenter de rester sur une seule voie. Il faut mener plusieurs voies en même temps. Et par exemple dire que frapper l'Occident avec l'Orient est justement ma manière d'aller à l'encontre d'un égocentrisme européen. Et de la même manière, dire que frapper l'Orient avec l'Occident est aussi ma manière d'aller à l'encontre de cet égocentrisme chinois qui est en montée en ce moment. 这个其实呢，也就是来，就是说，因为我们经常就会简单化的看一个问题，比方说，这个来自于中国，就好像是有这个整个的倾向是来自于中国，就是中国，包括这件作品，这个我想如果把这个名字给盖掉，是不是观众是不是认为说这件作品是一个中国人做的？我看不见得。但是你如果觉得是个中国人做的，他们马上就联想到啊，这个那么大的蛇可能是一条龙。我觉得这个跟我的这个想法就完全差得很远。Et puis, on a souvent tendance à simplifier les choses. Par exemple, puisque je viens de la Chine, on aura peut-être tendance à penser à relier tout de suite à ce projet à des spécificités chinoises. Et après, si on cache le nom de l'artiste, on cache mon nom, est-ce qu'on saurait dire que c'est un artiste d'origine chinoise qui a créé ce projet? Et puis, voir un immense serpent fait penser, peut-être certains fait penser, en tout cas, au dragon. Mais le dragon n'a rien à voir là-dedans. Vas-y. Ben, je ne suis pas d'accord parce que, parce que quand même l'image du dragon est liée avec, il y a très longtemps, l'imaginaire du dragon est quelque part inspiré par l'image du serpent. Parce qu'il y a une recette très connue chez moi à Canton qui s'appelle l'onghudou. C'est la guerre la lutte entre le tigre et le dragon. Donc le dragon c'est le serpent, le tigre c'est le chat. Donc c'est un plat très connu. Donc ce que je voulais dire c'est tout simplement l'image du serpent existe comme Yongping dans toutes ses recherches a beaucoup montré et existe dans pratiquement toutes les cultures. Aussi l'image du dragon n'est pas tout simplement quelque chose de chinois. En fait le mot dragon c'est occidental. C'est justement on essaie d'appliquer une image qui était d'origine occidentale avec la langue latin d'européen appliquée sur une image qu'on ne connaît pas en fait. Quand l'image du serpent chinois arrivait en Occident, je crois qu'on cherchait beaucoup pour l'appeler comment, en utilisant quel mot pour l'appeler, mais finalement on finit par dire c'est un dragon qui correspond en fait à une imaginaire occidentale. Donc toutes ces choses-là en fait, mais c'est lié avec ce que Yongping vient de dire aussi, le eurocentrisme. Pourquoi aujourd'hui on a tendance de dire que le dragon est chinois? Et parce qu'il y a à un moment donné, avec le triomphe de la modernité, y compris le triomphe de toute une histoire napoléonienne, etc., et on arrivait à un moment où on a décidé qu'il faut rationaliser nos pensées. Il faut dire que tout ce qui est étrange, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est imaginaire ne peut pas entrer dans l'établissement de pensée
occidentale parce que c'est pas rationnel, c'est pas moderne, c'est pas gérable, ça représente quelque chose qu'on doit exclure de nos systèmes de pouvoir. Et du coup, beaucoup de choses comme tout ce qui est tout ce qui est bizarre, tout ce qui est étrange, comme le dragon et beaucoup d'autres choses, sont exclus du discours de mainstream. Donc, du coup, on pensait que toutes ces choses-là doivent être venues d'ailleurs. Ça appartient à d'autres personnes, d'autres cultures, mais nous, on est supérieurs, on ne peut pas accepter que ce soit quelque chose qui nous appartient aussi. Donc, du coup, je pense que profondément, il y a une sorte de réorganisation de notre savoir basé sur ces rapports de pouvoir entre des cultures. Donc je pense que dans la perception du dragon, il y a comment dire, il y a une nécessité de vraiment réfléchir sur ces questions-là, comment l'image du dragon est collée sur l'image de la Chine. Non, c'est assez passionnant cette affaire du dragon. Hein. Ben oui, le dragon. Hein. Il y a aussi le monstre du Loch Ness, hein, qui est une sorte de poisson. Et moi, je trouve que ton œuvre de Nantes, hein, elle est beaucoup plus proche du monstre du Loch Ness, qui est donc... On parle aussi de serpent de mer. Alors, un serpent de mer, en français, c'est quelque chose qui revient régulièrement, comme un spectre, en fait. Quelque chose d'un fantôme qui reviendrait, on dit c'est un serpent de mer, c'est-à-dire ça va revenir, comme le monstre du Loch Ness qui revient régulièrement. Alors, la dimension spectrale, je pense, de ce squelette-là est pour moi assez évidente. Et alors, la question des fantômes, ça aussi, voilà, on est dans l'universalité, là. Parce que les fantômes sont aussi, comme les serpents, partagés par tout le monde. Alors, bien sûr, il y a une tradition très asiatique du fantôme, mais il y a aussi une tradition chez nous, dans toutes les cultures. Je pense que ça, c'est universel. Alors, est-ce que... Voilà, je crois que c'est une chose qui est importante pour toi, le fantôme, le spectre, voilà. Finalement, je pense que, justement, le travail de Yongping lui-même représente justement cette histoire de fantôme qui est le vrai rôle de l'artiste. Surtout dans une époque, l'art devient quelque chose qui est mécaniquement matérialiste. Se rappeler l'histoire du fantôme, ça fait du bien pour nous de comprendre qui est finalement un artiste. Pourquoi on a encore besoin d'un artiste dans un monde où finalement, à part des valeurs financières, monétaires, on n'a pratiquement plus de besoin de ce fantôme. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est très intéressant de aussi voir cette installation ici dans différents moments de la journée et le soir. Il y a un choix très intéressant de l'artiste de ne pas éclairer l'œuvre. Si vous venez un peu plus tard le soir, vous voyez d'autres choses. Si vous venez le matin, c'est d'autre chose. Si le soleil arrive, c'est d'autre chose encore. Donc, cette évolution de vision de cette œuvre signifie peut-être, comme tu dis, cette possibilité de montrer que le sens de ce projet n'est pas seulement limité à une possibilité, mais c'est un processus de changement, c'est un processus de transition entre ce qui est certain et ce qui n'est pas. Donc,
Je pense que c'est vraiment important de comprendre que ce travail n'est pas seulement une installation avec un serpent de conteneur, mais c'est pratiquement une vision, une image de ce monde qui est en train de vivre des choses le plus instables possible. Sur les spectres, tu as les fantômes, c'est quelque chose c'est que tu peux un peu développer peut-être. Bon, il y a le spectre de Napoléon, là, bien sûr, qui est représenté par Sorbonne. Mais c'est des choses dont on ne peut pas parler, mais qu'on met en œuvre, c'est quoi? Parce que le fait que tu acquiesces et en même temps, c'est des choses qui sont purement de l'art, quoi. 我想是这样，因为这个我们说到巨兽啊，其实我对动物的感兴趣，其实还不是说纯粹的，就是说动物而已。其实可以抓到一个要点，就是说巨兽。巨兽呢，就是说这个同时呢，因为它在通常来说就是一种消极的。或是一种灾难性的东西，但是我觉得消极的或者灾难性的东西，在艺术里面它有一种另外的含义，它可能给出一个另外的一个源泉，或是另外一个能量。Je m'intéresse surtout à l'image des monstres géants. On donne souvent des définitions comme négatives ou catastrophiques à ces images de monstres géants. Mais pour moi, ils peuvent générer une autre... ils peuvent être source d'une autre énergie nouvelle. 当然，从艺术家的角度来说，我觉得，因为经常呢，首先呢，我应该说更简单的一个道理就是说，比方说这种空间如何来把握啊？如何来把握？是这个呢，就是说。必须要有一个直截了当的东西来控制这个场域，啊，控制场域。当然，所谓的这个里面有这么一个，我们不能说这条大的蛇是一个这个 monster 或者什么，我觉得我也没有给它定义这个，但是呢，我觉得它在里面呢，它起了这么一个作用，它起了一个来控制这个场域，啊，我把这个任务委托给它来控制这个场域。Et concrètement, du point de vue d'un artiste, pour pouvoir, il faut trouver un moyen de maîtriser l'espace. Donc ici, c'est l'espace. Et je ne définis pas vraiment ce serpent comme un monstre, mais en tout cas, son rôle est là de maîtriser cet espace, maîtriser cet espace. Donc je lui délègue ce rôle, cette mission. 这个当然我这样说也没有说出什么名堂，所以主要是要别纳他继续这个话题，或者说怎么样。Je crois que j'ai pas vraiment non plus répondu à votre question, et je vous laisse continuer. Heureusement, ça repart ailleurs. Non, c'est beaucoup mieux. Si, il a totalement répondu parce qu'il peut pas. Non. Et Wandrou, donc alors, cette affaire bon. On peut peut-être passer du serpent maintenant au bicorne, peut-être. Parce que ça, c'est, disons, l'affaire qui s'est située quand même en France. Hein. Et Wang Yongping, il est français en plus, donc, et chinois. Il y a le « et » qui est très important, le « et ». Voilà. On ne peut pas être français ou chinois, on est français et chinois. Vous avez raison de dire toujours que c'est la superposition, la chose qui est en plus et jamais en moins. On est peut-être trop dans un monde on enlève des choses alors qu'en fait il faudrait en rajouter. Et je crois qu'effectivement Wang Yongping c'est un artiste qui en rajoute, mais pas au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je trouve que cette pensée il y a de la générosité là-dedans. Enfin, donc c'est important. Vous parliez de nourriture tout à l'heure, en tout cas toi, Wandrou, voilà. Tout ça est très relié. Et la nourriture, c'est par la nourriture aussi qu'il y a la relation entre les gens. Mais cette affaire de Napoléon, il faut bien qu'on en parle quand même, à ce moment de la discussion. Voilà. Je pense que Yongping, il arrive toujours avec certaines surprises. À chaque fois, on a beaucoup travaillé ensemble, mais à chaque fois, quand il prend cette décision d'utiliser
un symbole, une image. En tout cas, pour moi, très souvent, je ne comprends pas. Et très souvent, au premier coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais un truc aussi évident. Parce que mettre un beacon de Napoléon est tellement évident, mais en même temps, c'est une évidence qui n'est pas, du coup, du moins pour notre génération ou pour la génération d'aujourd'hui, est quelque chose qui est assez pas évident. Donc, cette décision est arrivée, je ne sais pas, je crois que Yongping peut nous expliquer mieux, mais je voulais dire tout simplement une chose, c'est que à chaque fois, il met en avant le côté nomade de ses pensées, de changement, de voyage, de transition, de transit même. Transit, tout ce qui est en circulation comme la forme basique la forme essentielle de sa lutte contre l'essentialisme. Je crois que ça, c'est une chose très importante de dire toute son attitude artistique, philosophique et aussi l'attitude de vie, c'est comment proposer des possibilités d'aller au-delà de tout ce qui est essentialiste, tout ce qui est défini dans un est limité dans un contexte spécifique d'un endroit, d'un moment. Mais en même temps, pour arriver à ça, il nous montre toujours quelque chose qui est tellement précis, tellement local, tellement spécifique à ce moment, pour cet endroit-là. Donc, c'est exactement dans cette tension entre cette tendance d'échapper et l'attaque contre une sorte d'objectif, une sorte de cible très très précise qui produit la vraie force de son travail. Ces forces-là nous racontent une histoire mondiale à partir d'un regard extrêmement précis et critique d'un problème local. 当然，这个帽子，当然我们说的简单一点，比如说这个帽子，当然就在这个方向啊，朝南的这个方向1000米就是金丝博物馆，而且这个帽子的原型就取自于那里。 所以这个关系是很清楚，但是呢，我要说的是什么呢？我要说的是，是法国大革命200周年，我到了巴黎，89年，而且呢，这个作品的最后的确定呢是在去年是2015年，正好是这个滑铁卢战役200周年，啊，差不多的是这种时间。我觉得这些时间的观点呢，这关键呢，我们从这些关键来看。 这个我使用这个拿破仑的帽子，我觉得可能会有另外的意义。这个当然，拿破仑的产生是跟法国大革命是有密切相关的。这个当然，这个历史当然，这个可能这个贝纳他比我更熟悉，他会补充一些东西啊。但是我这么说，就是其实提供一些不一样的点。 Les Invalides se trouvent à 1000 mètres, juste à 1000 mètres au sud donc, du Grand Palais, donc de ce chapeau de Napoléon. Donc les rapports entre les deux sont évidents. Et puis, juste 2 anecdotes. Je suis arrivée en France en 1989, donc 200 ans après la Révolution française. Et puis l'année dernière, le projet est arrivé à une phase décisive, justement aussi 200 ans après la bataille et donc la défaite la bataille de Waterloo, donc la défaite de Napoléon. Voilà, donc je donne ces 2 détails pour proposer un différent regard qui pourrait être intéressant pour voir ce projet. Bien sûr, je laisse Bernard développer évidemment plus le rapport entre Napoléon et la Révolution française.
Ah oui, alors là c'est une grande responsabilité que tu me donnes, mais enfin bon, tout le monde sait que, ben voilà, oui, Napoléon était d'abord Bonaparte, oui, révolutionnaire, et est devenu Napoléon empereur. C'est bien le sujet de la pièce quand même. C'est-à-dire le passage, et je pense qu'effectivement, peut-être, mais ça Wandrou va nous expliquer, la question de la révolution chinoise, hein, elle-même sur un modèle qui était quand même un modèle marxiste, donc quand même finalement avec derrière toujours l'idée de la Révolution française, même chez Marx, donc chez Mao par transition, enfin donc, il y a une sorte de filiation comme ça, où il y a finalement la question révolutionnaire, elle est quand même très identifiée à la France, mais derrière la question de la Révolution, il y a l'Empire qui guette. Et donc c'est bien ça la question qui est posée, je pense, c'est la question politique posée par cette pièce. Mais à toi de... Oui, je suis tout à fait d'accord, mais merci de me comment on dit, glisser la tâche. Si on demande, c'est intéressant, en fait, si, par exemple, si on demande à mes parents qui est le Français le plus connu, évidemment c'est Napoléon. Si on demande à un jeune chinois qui est le Français le plus connu, un jeune de peut-être un peu plus jeune que nous, évidemment ça pourrait être Alain Delon. S'il demande encore plus jeune, c'est probablement Sophie Marceau. Pas Zidane, pas Zidane. Pas Zidane. Voilà. Donc il y a une sorte d'évolution de l'histoire de perception de la France pour les Chinois, effectivement, et je ne sais pas, mais je ne suis pas vraiment en position d'expliquer plus, parce que je ne vis plus en Chine non plus, mais la perception d'une histoire d'un pays est très souvent liée avec l'agenda actuel, le calendrier actuel de la société, ce qui était important, généré par de différents modèles de communication ainsi que économique. Donc du coup c'est vraiment très intéressant de voir pourquoi Yongping fait ressortir ces symboles de Napoléon, qui est effectivement lié avec la Révolution, etc. Mais aussi peut-être encore plus important, c'est lié avec l'actualité, qui est effectivement on vit dans un monde qui est en train de transiter à peut-être une sorte de nouveau impérialisme, comme beaucoup en discutent aujourd'hui. Donc, il y a une sorte de menace d'une fin d'une époque plus ou moins relativement idéale de la démocratie moderne vers une nouvelle possibilité de domination impériale qui s'explique aussi pourquoi lui il a décidé d'utiliser le titre Empire. Je crois que c'est très intéressant de voir aussi cet empire n'est pas seulement un empire, mais c'est en pluriel. Donc peut-être Yongping peut nous expliquer un peu plus pourquoi ce retour de l'empire. Mais là, c'est la question trop grande. Là, c'est trop. Là, c'est la Piana, il va répondre. Hein. C'est moi. Mais pour moi, c'est toujours, il est un peu plat. Comme ça, on dit, OK, on pille, c'est encore pire. Hein. On peut dire ça, oui, hein, c'est ça, non? C'est un peu, ça, c'est vrai ou non? Non. Allez-y, on parle. Non, mais bon. Peut-être qu'on va donner... Non, mais là, on va donner la parole au public maintenant. Je pense qu'il y a plein de questions. Merci en tout cas, Wang Yongping. Merci, Wandrou. Hein,
Par rapport au symbole évident dont vous parliez du licorne qui est posé, comment vous vous êtes positionné par rapport à l'installation du licorne? Pourquoi le poser et pas tout simplement le suspendre ou le poser au sol ou j'en sais rien? Est-ce que vous pouvez développer par rapport à cette idée-là? 首先呢，我们就是说，这个帽子呢，在我看来，它是一个，因为它是空的帽子，啊，空的帽子，所以我希望，比如说像现在我们看到的，其实它架在这个3个集装箱上面，而且架在3个颜色不一样的集装箱上面，当然这里面会有一些含义在里面。我们现在很难说是什么象征，但是呢，我觉得这个帽子呢，起码它架在那里呢，有点像一个小凯旋门。啊，为什么呢？这样呢是来对应前面有一个更大的一个凯旋门，这个是一个活动的凯旋门，就是一个门吊，啊，这个我把它看成是另外一个凯旋门。D'abord, ce chapeau est vide et il est posé de cette manière sur les 3 conteneurs qui sont de 3 couleurs différentes, évidemment. Et je ne parle pas de sens symbolique de ce chapeau, mais en tout cas, de cette manière-là, on peut le voir comme l'ensemble, le chapeau et le conteneur, comme un petit arc de triomphe qui est en écho avec un autre arc de triomphe qui est plus grand, mobile, qui est celui du portique. 当然这个当我们从这边看的时候，啊，当我们从另外一头看的时候呢，它就这个集装箱呢，如果你注意的话，集装箱因为它摆成一个斜状，有点像一个桌子、一个凳子的扶手，啊，这个是有点这个权力的这个位置，它有个手臂这个晃的地方，而且呢，这个呢让我联想到这个埃及的就人面狮身，就是狮身人面像，是吧？Ça, c'est quand on les regarde de ce côté-là. Et si on les regarde de l'autre côté, la disposition des conteneurs font penser au support d'un trône. Donc l'ensemble me fait penser au Sphinx. 当然有一张照片呢 Sphinx， 就是有个照片呢，就是说拿破仑，当然这个可能是电影里面的一个，或者是一张画，就是拿破仑曾经对着这么一张照片，骑着马对着这个人面狮身像，所以我估计他很对他来说很适合，而且这个呢里面是提出一个谜的问题，因为其实帝王也是一种谜啊，就是说权力也是一个谜啊。这个当权力的这个被架空在上面的时候，它尤其是个谜。Et puisque j'ai vu une image dans un film dans lequel on voit Napoléon à cheval devant le Sphinx. Et pour moi, c'est une manière de lancer la question d'énigme, puisque l'empereur peut être un énigme et le pouvoir aussi peut être un énigme. Surtout quand donc, le pouvoir suspendu de cette manière-là, comme le chapeau ici, forme encore plus un énigme. Bonjour. Moi, ce qui m'intrigue énormément, c'est ce serpent qui lui aussi suspendu au-dessus de cette mondialisation de containers. Et j'aimerais beaucoup savoir à qui vous pensiez quand vous dites, quand vous exposez qu'il menace l'ambition de ces containers. Il protège ou il menace, hein. Mais comment veux-tu que je... Mais Wang Yongping, je ne peux pas répondre à ta place. Là, c'est quand même l'œuvre qui répond à... Mais je pense que c'est à la fois... Enfin, moi, la lecture que j'en ai, c'est à la fois... C'est menaçant et protecteur en même temps. C'est le « et », encore une fois, je ne sais pas, j'ai du mal à penser les choses de manière exclusive, mais plutôt... Et je trouve que ce serpent est à la fois bienveillant et pas bienveillant. Il est à la fois protecteur et menaçant, je ne sais pas quoi dire, mais Wandro a beaucoup parlé de cette manière très singulière qui doit venir effectivement du bouddhisme ou de la pensée.
cette idée de l'impermanence qu'il y a dans le bouddhisme, que les choses ne sont pas stables, qu'il y a une instabilité profonde du monde. Et le serpent, et bien sûr, c'est celui qui change tout le temps sa peau. Hein. C'est pas un hasard. Et d'ailleurs, on avait fait ensemble une exposition à Gwangju, je me souviens, où il avait mis des vrais serpents qui, pendant les 3 ou 4 mois de l'exposition, changeaient leur peau en permanence. Et donc, il y a cette idée, oui, il y a cette idée. Donc, je crois que le serpent, c'est à la fois un objet horrible et un objet magnifique, enfin bienveillant. Ouais. Ouais, je crois. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. En plus, juste pour ajouter un petit détail, c'est que le temps quand Yongping installait son serpent à la mer, sur la côte, il a aussi fait une autre exposition à Nantes, dans laquelle il montrait que la peau du serpent. Donc c'est une espèce de trace laissée par un serpent qui échappait à son corps. Donc, je crois que ce dynamisme se trouve encore ici. On peut dire que ce serpent, en utilisant ses mots, il dit que ce serpent en squelette, finalement, est beaucoup plus vivant qu'un vrai serpent. 我觉得有一个很有意思的，就是因为这个展览开幕以后呢，因为我曾经陪这个 CMR CJM 的这个主席来看这个展览，当时呢，他对这个集装箱的人他很知道，这个集装箱因为是从他那些来的，所以他对一条蛇架在这个集装箱上面，他就觉得很不安心，他就一直问我说，到底这条蛇到底是干什么用的？你这里在这里，从中国这个角度，这个蛇到底是什么回事？但是我想当时我没有给他一个明确的答案。但是我想，其实呢，如果他也知道尼采的话，而且尼采对蛇来说呢，蛇是他的朋友。啊，他曾经在他的这个书里面这么说，他说，他在他很有名的这个书就是《查拉图斯拉如是说》，他说一只鹰在天空中盘旋，啊，当然我们可以把这个帽子看作是个鹰，因为其实是有一种同构的关系，因为鹰是一种帝国，是吧？而且是一个强势。然后现在我们看到一个帽子架在那边黑乎乎的，但是有条蛇。他说：“你看这个蛇呢，围绕着这个鹰的脖子上面，你看这个，看来这个蛇是这个鹰的朋友，其实这个也是他的朋友。” J'ai accompagné donc, le président de la CMA après le vernissage de l'exposition, pendant sa visite de l'installation. Il était un peu inquiet puisqu'il a vu le serpent qui domine les conteneurs. La CMA, puisque c'est la CMA qui est le partenaire stratégique du projet, donc c'est eux qui ont fourni tous les conteneurs. Je ne lui ai pas vraiment expliqué pourquoi le serpent à ce moment-là. Mais Nietzsche a une fois parlé dans son livre de l'image du serpent, puisqu'il a décrit surtout l'image des aigles qui volent donc en rond dans le ciel. Et puis il y a un serpent à un moment donné qui vient encercler les corps de l'aigle. Donc il a dit dans son livre que le serpent est l'ami de l'aigle, puisqu'on peut considérer que le chapeau noir, comme un aigle aussi, pourquoi pas, et on peut évidemment voir le serpent comme un ami de cet aigle. 但这样说都是一种诡辩，当然你可以认为这个完全是一个诡辩，这个是后来加的。Bien sûr, c'est juste une interprétation, une rhétorique aussi. C'est ce que j'ai ajouté plus tard comme façon de voir. Enfin, l'aigle, c'est quand même la chose impériale, c'est l'emblème impérial. Oui, bien sûr. Totalement raison. Merci à toi, merci à vous deux. Merci à vous deux.